Merci de venir répondre à notre appel. Comme vous le savez, c'est une tradition à la direction de la police nationale de tenir régulièrement des points de presse pour informer l'opinion nationale et internationale. J'aurais dû faire le point de presse dès la fin de l'année 2019, mais question d'agenda, je n'ai pas pu le réaliser. Donc aujourd'hui, le plan sera le suivant. Comme c'est le premier point de presse pour l'année 2020, on ne va pas occulter l'année 2019. Donc on fera un bilan 2019, perspective 2020. Et bien sûr, il n'y a pas de sujet tabou. Parce que je sais que l'actualité est un peu chargée. Même si le porte-parole de la police nationale a passé devant vous, le directeur régional de la police a passé devant vous la semaine dernière, chacun attend aussi la voix du DG. Mais elle s'inscrit toujours dans la même ligne. Bien. Donc, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit tantôt, voilà comment nous allons évoluer. L'année 2019, comme vous le savez tous, est une année où la question de sécurité a été une question préoccupante pour nous. Et la police nationale a joué sa partition dans la lutte contre l'insécurité, surtout dans son domaine de compétences, notamment dans les grandes villes. Cette année, je salue au passage tous les policiers du Mali qui, au cours de l'année 2019, ont mené à bien avec honneur leur mission au prix de leur vie. Comme vous le savez, nous avons perdu des fonctionnaires de police un peu partout sur le territoire national et en service commandé. C'est le lieu de saluer leur mémoire et saluer aussi la mémoire de toutes les victimes de l'insécurité, qu'elles soient forces de sécurité, de défense, des civils, maliens ou étrangers sur le territoire national. La police nationale, comme vous le savez, elle a en charge et elle concourt aussi à l'application des lois et des règlements sur l'ensemble du territoire national. Dans ses missions de sécurité publique, elle a mené beaucoup d'actions. Et la police nationale, comme vous le savez, elle est composée d'hommes et de femmes qui sacrifient aussi leur vie pour que d'autres Maliens puissent vaquer leurs affaires. Je ne vais pas occulter quelques actions qui reflètent cette mission de tous les jours. Vous savez, la police a une mission dite d'anticipation. Si on n'arrive pas à anticiper sur la commission d'une infraction, nous avons en charge de chercher les auteurs et de les traduire devant la justice. Et cette anticipation participe de nos missions, de nos patrouilles et de nos descentes de police. C'est ainsi qu'au cours de l'année 2019, 35 123 patrouilles ont été menées sur l'ensemble du territoire national, dont 18 551 patrouilles à Bamako. Et cela a nécessité un développement d'effectifs assez conséquent. Ce qui a permis d'interpeller 32 653 personnes, dont 15 772 ont été déférées devant les tribunaux. Nous avons saisi 10 662 engins à 2 roues et 784 à 4 roues, essentiellement dessus de Bamako et dans les régions. Et quand on parle de la situation sur la voie publique aussi, très nécessairement, sur la voie publique, nous constatons des accidents. C'est ainsi que nos services ont recensé 628 cas d'accidents à Bamako contre 4 324 dans la région. Les blessés recensés
il y en a 10 774, dont 3 180 dans le sud de Bamako. Et vous avez constaté qu'il y a eu beaucoup sur les voies interurbaines, notamment dans le sud de Bamako et dans les grandes villes du Mali, que ce soit à Ségou ou à Sikasso. Et ces blessés aussi s'accompagnent par des dégâts matériels assez importants qui sont chiffrés à 5 612. La police aussi contribue à offrir des services au public, notamment la livraison de certains documents nécessaires à votre activité quotidienne. Je vais parler par exemple de l'établissement des cartes nationales, qui est un document assez essentiel. Dans le sud de Bamako, 220 160 cartes d'identité nationales ont été établies, soit 194 060 dans les régions. Et pour une recette d'environ 404 220 000 francs. Ils ne sont pas un service d'assiette, mais c'est des documents quand même qui sont produits par le gouvernement, des documents qui nécessitent quand même que les citoyens comprennent que le papier aussi a un coût. Les différentes infractions de simple police, qu'on appelle souvent les contraventions, ont donné 77 727 000 francs CFA d'amende perçue. Et qui parle aussi de sécurité publique, on parle aussi de rétablissement de l'ordre public. Parce que les Maliens, ils jouent au football, font de la musique, et beaucoup d'activités socio-culturelles qui ont été organisées, qui ont nécessité aussi des services d'ordre. C'est ainsi qu'il y a eu 827 services d'ordre dans le sud de Bamako et 1378 dans les régions. Il y a aussi les descentes de police qui consistent à atterrir dans les nids criminogènes. À Bamako, il y a eu 876 descentes de police contre 929 dans les régions, ici dans le territoire national. Ça, c'est dans le cadre de ce que nous appelons, nous, la police administrative. C'est-à-dire qu'il faut prévenir pour qu'il n'y ait pas commission d'infraction. Mais quand il y a commission d'infraction, il faut rechercher les auteurs, il faut les déférer. Donc on rentre ici dans le domaine de la police judiciaire. La police judiciaire, sur la période concernée, il y a eu des saisies importantes de stupéfiants. C'est ainsi que 1233,402 kg d'armes de cannabis ont été saisis, 276,73 doses d'off qu'on appelle le dérivé de l'héroïne, 364 doses du crack qui est un dérivé de la cocaïne et des produits pharmaceutiques environ 809 kg. Des produits pharmaceutiques prohibés. Et puisque nous parlons d'insécurité, cette insécurité elle est alimentée par les armes. Donc les armes circulent. C'est ainsi qu'on a pu saisir 203 armes, toutes catégories confondues. Les armes avec leurs munitions, bien sûr. Donc 1087 cartouches, toutes catégories confondues, ont été saisies. Et pour vous dire que cette circulation des armes concerne toute catégorie d'armes, 15 roquettes avec charge projectile explosive ont été saisies, avec 7 roquettes RPG de 40 mm, fabrication chinoise, et 8 roquettes de 40 mm de fabrication russe. 495 emballages d'explosifs et 200 allumeurs. Ça, c'est qui rentrent souvent dans la fabrication des explosifs, mais les gens utilisent ça souvent aussi au niveau de certaines mines. Ça, c'est ce qui concerne la circulation des armes légères. Mais puisque les Maliens aussi sont des grands voyageurs, et nous recevons aussi des étrangers au Mali, on est dans ce qu'on appelle la police aux frontières. Parce que les frontières, c'est les portes d'entrée du territoire national. Quiconque traverse la frontière
à la rentrée comme à la sortie, doit être identifié. Donc on parle nécessairement d'un document précieux qui est le passeport. Comme vous le savez, depuis quelques années, nous avons un des passeports les plus sécurisés qu'on appelle le passeport biométrique. Et nous avons réalisé 120 739 passeports établis, dont 7 023 pour le Hajj 2019 et le Hajj 2020. On vient de lancer tout récemment la campagne. Au niveau de ces portes d'entrée, notamment à l'aéroport Bamako-Sinou, nous avons au départ des vols commerciaux 460 599 passagers et à l'arrivée 442 604. Si je donne ces chiffres, c'est pour vous dire que le Mali n'est pas un pays qui vit en vase clos. C'est un pays ouvert sur le monde et un pays où, malgré tout ce que les gens disent, il est fréquentable, il est sécurisé. Les étrangers qui viennent au Mali ont besoin du sésame, qui est le visa. Parce que c'est avec le visa que vous êtes autorisé de rentrer dans un pays donné. Ainsi, au niveau de la police des frontières, des visas ont été délivrés pour une somme de 113 866 000 francs CFA. Et souvent, des voyageurs commettent des infractions qui donnent raison à des amendes. Ici, ça a été chiffré à 509 000 francs CFA. À la seule police de l'air de Bamako-Sinou, 19 660 000 francs CFA ont été enregistrés. Et comme l'aéroport, c'est la plaque tournante de tout ce qui nous intéresse, voyageurs comme autres opérateurs, nous suivons aussi les déplacements, les expéditions d'ordre sur la plateforme. Ces chiffres que je vous donne sont les chiffres recensés par nos services à l'aéroport en relation avec la douane. Ce n'est pas des chiffres isolés. C'est ainsi qu'en poids brut, 66 tonnes 274,483 kg et en poids net 63 tonnes 714,815 kg. Et quand je parle au niveau national, je disais tantôt que nous ne vivons pas en vase clos. C'est pourquoi la coopération policière est très dynamique. Nous entretenons des relations avec les autres pays, notamment ceux de la CEDEAO, du G7 de la sous-région, mais aussi les 192 pays membres d'Interpol. C'est ainsi que nous avons participé à l'Assemblée générale d'Interpol qui a eu lieu à Santiago de Chili en octobre 2019. Nous avons participé à des opérations menées par Interpol le long des frontières, notamment une des opérations très importantes qu'on appelle le Watchmaker, qui nous a permis d'arrêter à Kouroumale, en provenance de la Guinée, un terroriste international recherché par un pays. Dans le cadre du G5, la réunion régulière du comité de défense, sécurité, format sécurité, s'est tenue régulièrement. Quand j'insiste sur le format sécurité, parce que le comité de défense sécurité a deux volets. Comité de défense sécurité, format défense, qui est la réunion des chefs d'état-major, et le comité de défense sécurité, format sécurité, qui est la réunion des DGPN, des directeurs généraux de police. Cette coopération du G5 a aussi un organe qu'on appelle la plateforme en matière de coopération sécuritaire, la PCMS, qui existe dans chacun pays membre, qui nous permet des échanges d'informations. Nous avons aussi le système d'information de police ouest-africaine qu'on appelle le CIPAO, entre les différents membres, dont le Mali est un des membres fondateurs, avec le Bénin, le Niger et le Togo. Et aujourd'hui, il est adopté par la CEDEAO et appuyé par le Lyon. Et la réunion des chefs de police de la CEDEAO a eu lieu en mai 2019 à Abuja.
Cette coopération se poursuit aussi dans le cadre du mécanisme africain de police qu'on appelle Afripol, qui est aussi un mécanisme soutenu par l'Union africaine et qui a que son siège aussi à Alger et un point focal ici à Bamako. Donc, cette coopération policière nous permet de mettre à jour tous nos fichiers. Comme vous le savez, tout ce monde de grands criminels qui circulent, il faut qu'il existe dans les bases de données. C'est pourquoi aujourd'hui, avec la biométrie, si vous changez d'identité, vous changez de nom, on va vous prendre. Parce qu'on a d'autres éléments d'information sur vous qui n'est pas seulement le nom. Quand vous prenez Moussa Mariko, s'il change de nom, il devient Moussa Sogoba, il sera pris. C'est ça l'intérêt de la biométrie. C'est pourquoi aujourd'hui, j'invite les Maliens, quand vous voyagez, vous partez à l'extérieur, prenez le passeport. C'est vrai que à la circulation des biens, les États de la CEDEAO acceptent plus ou moins la qualité nationale. Mais je vous invite à prendre votre passeport. Aujourd'hui, le passeport, on le trouve facilement. Il y a deux formes. On peut l'obtenir sous la forme premium et on peut l'obtenir sous la forme ordinaire. Et les deux montants, vous les payez au niveau d'un guichet de la banque. Pour toutes ces informations liées à ça, le directeur de la police aux frontières peut vous donner ces détails. Dans le cadre de cette politique de sécurisation, nous continuons notre maille du territoire national. C'est ainsi qu'au cours de l'année 2019, Banamba et le deuxième commissariat de Gao et 13 autres commissariats vont aussi être livrés cette année. Le commissariat de Djema, de Douanza et de Bourem sont un peu en retard liés à l'approvisionnement des entreprises, mais ils devaient les livrer depuis décembre. Mais en raison d'un retard qui n'est pas lié à notre volonté, si vous voulez même au niveau international, sont règlements créés. Tout récemment, il y a eu pas un festival, mais un forum international. C'est la cybersécurité qui s'est tenu à Lille, en France, le 27 au 30 janvier dernier. Tous ces domaines de compétences que je vois permettent à la police d'être à la pointe. Aujourd'hui, la cybersécurité qui passe par Internet crée des menaces. Et nous devons aussi faire en sorte qu'il y ait une prévision, une anticipation sur la menace. Parce que si quelqu'un rentre, il y a une intrusion dans votre dispositif, il va vous contrôler. Aujourd'hui, les hackers, ils se font la fête belle. Il faut que les gens comprennent que des efforts sont faits. La police est en train de s'outiller pour mener la lutte contre cette forme de criminalité. Et quand on parle de cette criminalité, ce n'est pas seulement par rapport à la police, ça intéresse tous les domaines. Notre industrie doit être protégée. Quand vous avez des grandes entreprises, il faut aussi les protéger. Quand vous avez une armée, il faut la protéger. Quand vous avez une police, il faut la protéger. Et la forme d'insécurité sur l'Internet, elle est assez importante parce que les téléphones que vous voyez constituent aussi des gadgets, des outils aussi dangereux. C'est pourquoi vous mettez des codes pour protéger vos données. Donc, il y a des gens qui cassent ces codes et rentrent dans votre dispositif et ça c'est dangereux. Ils peuvent contrôler tout votre appareil. Je ne voulais pas terminer ce point sans dire les efforts consentis par le gouvernement pour soutenir la police nationale. Vous savez, au cours de l'année 2000, déjà en 2018, le gouvernement a doté la police nationale d'un statut très avantageux. C'était en mars 2018 que ce statut a été adopté. Il est avantageux parce qu'il a permis de contribuer à la motivation des fonctionnaires de police. Et je pense que les fonctionnaires de police autour de moi ici peuvent le témoigner. Ces efforts aussi se sont poursuivis dans la hausse des primes qui ont été accordées aux fonctionnaires de police. Et pour encore continuer à motiver les policiers, parce que tout n'est pas question d'argent,
Parce que l'homme aussi a besoin d'une reconnaissance. Par exemple, des médailles. Et le gouvernement a reconnu cela et a fait adopter en septembre 2019 la médaille d'honneur de la police nationale. Et cette médaille d'honneur peut être donnée à un civil qui contribue à appuyer les services de police. Les efforts d'équipement de la police se poursuivent. Dans le cadre, bien sûr, de cette loi, c'est des équipements réguliers. Pour la seule année 2019, par exemple, 76 véhicules pick-up et des camions ont été donnés à la police nationale. C'est pourquoi aujourd'hui, rare le commissariat de police qui n'a pas minimum 2 véhicules. Même le dernier né qui est à Banamba a 2 véhicules. Les autres que j'ai évoqués tout à l'heure, leurs véhicules aussi sont prêts, ils sont au GMS. Donc tout ce que nous disons, nous avons les moyens de le faire. Nous continuons. L'habillement régulier des fonctionnaires de police. Vous avez vu, au 22 septembre, le 20 janvier dernier, les policiers étaient bien habillés aussi. Donc c'est annuel. C'est-à-dire que l'habillement, l'équipement, c'est en fonction du budget. Et le budget étant annuel, forcément, cela va se poursuivre. Qui parle de ressources humaines, pas de ressources de qualité. C'est pourquoi les recrutements aussi sont réguliers. Et je sais qu'il y a un sujet qui vous intéresse parce que ça défraie la chronique. Le recrutement 2018, on a vu les réseaux sociaux en parler, certains en parlaient. Vous savez, la police doit recruter en fonction de ses besoins, mais aussi en fonction de ses capacités. Cette année, comme l'année dernière, nous avons recruté, on va recruter encore l'année prochaine. Le recrutement va se poursuivre. C'est pourquoi cette année, quand nous avons fait le recrutement, il y a eu des mécontents, mais nous recrutons en fonction des besoins. Certains, le besoin, il existe. Le maillage du territoire. Il y a de nouvelles régions qui doivent être personnalisées. J'ai déjà créé des directions régionales à Koutiala, à Bougouni, à Nyoro. Toutes les régions dites opérationnelles auront leur police. Donc le besoin, il est là. Et cette année, plus de 27 000 candidats se sont présentés. À la fin, on a retenu 2200 candidats. Souvent, j'entends des gens parler des recrutements dits spéciaux. Mais nous avons demandé qu'en raison de nos besoins, que l'État n'a qu'à faire un effort. L'État n'a qu'à faire un effort. Cet effort permettra à la police de couvrir son besoin du maillage du territoire national parce que nous devons déployer les policiers. Imaginez-vous, l'année dernière, cette année d'ailleurs, on a ouvert un GMS à Sévaré. Il existe déjà à Tombouctou, il existe à Gao. Et chaque capitale régionale doit avoir son groupement. Ici, à Bamako, il doit avoir un groupement sur la rive droite. Ici, à Bamako, il doit avoir une deuxième compagnie de circulation routière parce que la seule compagnie est insuffisante pour gérer tout Bamako qui s'agrandit. Parce que Bamako, aujourd'hui, s'est retrouvé directement avec les communes adjacentes. Donc, ce besoin, il existe. Il répond à notre besoin du territoire national, du maillage du territoire. Il répond aussi à un besoin social qui est l'emploi jeune. Et il contribue aussi à l'apaisement du climat social. Les ressources humaines ne peuvent pas aller aussi sans la formation. C'est pourquoi la formation, elle peut se faire au pays comme à l'extérieur. Et aujourd'hui, on a des policiers en formation dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, en France, au Canada, en Russie, au Sénégal, au Cameroun, à Djibouti. Et il y a aussi des stages de courte durée dans certains pays avec lesquels nous avons une coopération, notamment en Inde, en Chine tout récemment, et en Égypte et autres. Et des formations pointues liées aussi à nos besoins immédiats.
Parce que quelqu'un qui parle de la lutte contre l'insécurité, surtout le terrorisme, tu as besoin d'évoluer. Tu as besoin de t'adapter. Parce que les bandits ou les grands criminels modifient régulièrement leur modus operandi. Et c'est à nous de s'adapter pour pouvoir les traquer. Parce que chaque fois qu'il y a pic d'insécurité, l'opinion réagit, il faut que nous on s'adapte. Et c'est pourquoi souvent, vous constatez aussi une baisse rapide de ce pic-là. Et que la vie normale répond. Donc pour vous dire que la police fait de son mieux pour que les Maliens puissent vivre dans la sécurité, tout en tenant compte des facteurs exogènes qui influent sur la sécurité, surtout dans les centres urbains. Il y a beaucoup de facteurs, peut-être qu'on ne va pas revenir là-dessus, qui justifient tout ce que je viens de dire. Mais la police, elle ne dort pas, elle continue à mener son métier. C'est pourquoi j'invite aussi la presse à nous aider. J'invite la population aussi à nous aider. Nous aider ne veut pas dire, bon, j'ai appelé la police, ils n'ont pas répondu. Non. Aujourd'hui, c'est un devoir pour chaque citoyen. La police, une fois qu'elle a l'information avec l'exploiter, je salue d'ailleurs hier soir les populations de la Fiabougou qui nous ont permis d'arrêter un des auteurs du braquage d'Orange Money de Sibininkro. Et c'est grâce à la collaboration de la population. Parce que ce monsieur est connu, il sait où il se cache. Et comme la police était à ses trousses, la population a été convaincue que celui-là n'a pas sa place dans le quartier, donc il faut le dénoncer. Il a été arrêté hier soir. Et je félicite au passage les hommes qui ont pu faire ce travail. Beaucoup d'autres. Vous voyez, tous ceux qui ont participé au braquage sur la route de Bouni, à la suite de laquelle nous avons perdu un policier. Ce gang a aussi été arrêté à la deuxième version de Bamako. Pour vous dire, les criminels, les bandits, c'est aussi des gens en mouvement. Ils sont d'un côté de commettre leur forfait. Dès qu'ils sentent le mouvement des forces, ils se déplacent. Mais comme toutes les forces sont aussi en connexion, partagent l'information, nous les partageons avec toutes les forces de la sécurité intérieure et même les forces des pays voisins. Donc si tu traverses la frontière, tu seras aussi arrêté. Donc pour vous dire que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui mérite de l'abnégation, du courage, mais surtout la compréhension de l'opinion. Parce que quand il y a un forfait, qu'est-ce que la police fait? La police, elle est toujours là. C'est clair qu'on ne pourra pas mettre un policier dans chaque coin de rue, mais la police veillera à ce que aucun citoyen ne soit empêché d'aller travailler ou aucun citoyen ne puisse vaquer à sa propre affaire. Et nous contribuons à faciliter l'exercice des libertés publiques et individuelles. Donc, voilà un peu, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Je reste ouvert à vos questions. Je vous remercie. Donc, chers confrères, vous avez la parole. Vous allez vous présenter votre organe et puis poser votre question sans pour autant la commenter. Donc, BBK Info. BBK Info. BBK Info. Oui. Païtao. C'est quel organe? Aujourd'hui. Païtao. Aujourd'hui. Oui. ABC Figaro. Oui. TV. Le Jour. Un dernier pour la première liste de 5. Une dame, peut-être.
Oh, les dames. D'accord. Mon Allez-y. Bambara n'est C'est pas quel trop nom? fort. Adama Adama Koulibaly. Nouveau réveil. Koulibaly. Relais. Nouveau réveil. Réveil, ok. Réveil, d'accord. Donc, BBK Info, ta question. Merci, monsieur le directeur. L'exposé, vraiment, ça a été à la hauteur. Moi, mon souci, c'est de voir le rapport entre la police et les juristes, en fait. Parce qu'à chaque fois qu'on constate qu'après les interventions de la police, une fois que l'auteur est déposé, quelques temps après, ils sont dehors. Est-ce que la police a une possibilité de suivre ces dossiers ou de porter plainte, de voir avec la justice qu'est-ce qu'il faut faire pour les maintenir? Parce qu'à chaque fois qu'ils sont saisis par la population collabore avec la police. Mais après ce niveau, l'autre niveau qui est la justice, c'est trop compliqué. Et ces jeunes-là, après, une fois qu'ils s'échappent de là-bas, c'est une menace encore. Et surtout sur la personne qui a aidé la police à les saisir. Quelle possibilité faut-il faire? Merci. On prend toutes les questions pour répondre. Voilà. Bokar Paitao. Merci, docteur. Bon, en fait, moi j'ai un petit souci. Il y a quelque temps, le commandant CCR avait fait une conférence de presse ou encore des vidéos dans laquelle il a dit clairement que les checkpoints au niveau des différents ponts, généralement la nuit, c'est juste pour contrôler, vérifier l'identité des conducteurs. Mais ce n'est pas pour vérifier les pièces des véhicules. Mais malheureusement, juste quelques jours après ces vidéos, une fois à la montée du pont, moi j'ai rencontré, c'est-à-dire que les éléments du checkpoint m'ont fait arrêter. Je les ai dit que vous êtes là pour contrôler, c'est-à-dire que juste l'identité des conducteurs. Ils m'ont dit que ce que le commandant CCR a dit, ça m'engage qu'il, parce qu'il est assis dans son bureau, il ne connaît pas la réalité. La question que je me pose, est-ce qu'on a une police à 2 vitesses ou à plusieurs vitesses? Parce que moi, je ne comprends pas. Le commandant CCR dit que c'est blanc. Sur le terrain, on voit effectivement, peut-être on peut le cacher, mais la réalité, c'est que c'est autre chose qui se passe sur le terrain. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas réellement au sein de... Voilà. Est-ce qu'on a une police à plusieurs vitesses? Je vous remercie. Merci beaucoup. ABC Figaro. Voilà, merci beaucoup. Bonjour DG. La seule question que j'ai, ça n'apparaît pas dans votre exposé. Hier, tout près, il y avait un certain nombre de syndicats qui ont soulevé des griefs contre la police, qui s'apprêtent à faire un sitting au niveau du département de la sécurité. Vous, avant d'arriver au département, vous, qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui ont soulevé comme préoccupation? Merci. Merci pour la question. Madi Awa Kebe. Bonjour à tous. Déjà, une de mes questions a déjà été prise en compte. La question est, monsieur, vous avez dit que l'obtention du passeport aujourd'hui est une réalité, c'est aisé. Je suis désolé de vous dire, nous sommes en contact direct avec la diaspora. Avant l'obtention du passeport, il y a un certain nombre de documents à fournir. Et vraiment, la carte NINA. L'obtention de la carte NINA pose énormément de problèmes au niveau de la diaspora, surtout la fiche d'esprit individuelle. Alors, est-ce qu'il y a une question de savoir, au niveau de la recrue 2019, certainement comme vous l'avez dit, ça défraie la chronique, effectivement. Mais après l'arrivée, la visite médicale d'arrivée, c'est-à-dire de ce recrue, il s'est avéré qu'il y a eu en tout cas pas mal de choses là-bas. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce point? Je vous remercie. Et le dernier intervenant, Adama Koulibaly. Nouveau réveil. Bon, merci beaucoup. Bien, donc, merci pour ces questions. Je vous dis, soyez très à l'aise. Il n'y a pas de sujet tabou. Vraiment, je tiens à le préciser, il n'y a pas de sujet tabou. On vous donnera notre réponse. Même si elle peut ne pas vous convenir, c'est notre réponse. Bien. Donc, rapport police-justice. Vous savez, nous sommes auxiliaires de la justice. Notre mission, quand il y a commission d'infraction,
c'est de rechercher les auteurs et de les déférer devant les tribunaux avec toutes les preuves que nous avons pu collecter, constater, et surtout aujourd'hui avec la preuve scientifique que nous mettons à la disposition du tribunal compétent. Après cet instant, le procureur qui a pour mission l'action publique verra la suite à donner. Toutefois, que cet individu qui est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée par le tribunal de jugement, s'il est libre et qu'il reprend la même activité, nous on va le reprendre. On ne sera jamais fatigué de le prendre. Toutes les fois qu'il sort, même hier soir, nous avons arrêté des individus qui ont quelqu'un en connexion dans la grande prison. Et ça, on le rapporte régulièrement. Nous avons des rencontres régulières avec les différents procureurs pour que ces délinquants qui sont arrêtés puissent aussi être sanctionnés. Mais je ne préjuge pas de ce que la justice va dire. Nous sommes dans un pays d'état de droit et chacun est censé être innocent jusqu'à ce que le tribunal proclame son innocence ou sa culpabilité. Donc, toutes les fois que celui que nous avons arrêté est libéré et il commet une infraction, on l'arrête. On ne sera pas fatigué de cela. Avec toutes les preuves remises à la justice, pourquoi il se retrouve encore dehors? Bon, vous savez, nos procès-verbaux ne vont qu'à titre de renseignement. Et en matière criminelle, on dit c'est l'intime conviction du juge emporte. Donc, tant qu'on est dans des délits, c'est des renseignements. Mais je pense que quand les preuves sont bien recueillies, la procédure bien faite, le juge va réfléchir par 2 fois avant de libérer. C'est clair. C'est pourquoi j'invite les policiers, les OPJ à faire des procédures de qualité. Parce que la procédure répond à des règles. Quand la procédure est bancale, on la bat en brèche. Donc, il faut que ce soit une procédure qui résiste à la critique ou analyse du magistrat qui la reçoit. Donc, vous avez dit la CCR. Bon, vous savez, nous sommes aujourd'hui en état d'urgence, qui est une période d'exception. L'état d'urgence confère des pouvoirs exceptionnels aux autorités administratives. Je ne dis pas à la police, autorités administratives, les préfets, les maires. Donc la police étant l'organe de contrôle, va aussi avoir ce pouvoir. Aujourd'hui, si vous êtes dans un checkpoint, c'est vrai que la logique et le bon sens veut que ceux qui remontent sur le pont ne soient pas emmerdés. Mais l'agent qui est là-bas, s'il reçoit des informations par rapport à un groupe de gens en moto qui ont commis une infraction, il peut vérifier le document. Mais ce n'est pas pour faire de la tracasserie. Nous nous disons pas de tracasserie. Le citoyen doit circuler librement tant qu'il n'y a pas de commission d'infraction. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne va pas vérifier qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, surtout pendant les heures indues. Aujourd'hui, si on vous trouve sur la voie publique au-delà de 22 heures, vous devez justifier pourquoi vous êtes là. Parce que le bon citoyen, à certaines heures de la nuit, doit être chez lui. Donc si vous êtes dans la rue, vous devez justifier pourquoi vous êtes présent. Les journalistes enquêtent. Non, il enquête, mais s'il apporte la preuve qu'il est journaliste et qu'il va dans son organe, ou bien son organe, il vient de boucler sa rédaction à 7 heures, il n'y a pas de souci. Le journaliste est un citoyen qui a ses libertés. Monsieur, ok. Donc, voilà le second, le Figaro. C'est vrai que le SAP, avec ce qu'ils appellent la coalition des syndicats, nous ont saisi sur un certain nombre de doléances. Quand ils nous ont saisi, j'étais en voyage. Et dès que je suis venu, j'ai mis en place une commission. Ils se sont réunis dans cette salle avec les membres de la commission présidée par mon adjoint sur les différents points. Et je vous dis au passage que certains points ont déjà fait l'objet de traitement. Nous-mêmes, nous sommes étonnés que certains points reviennent. Seulement, il y a des points aussi qui m'étonnent dans leur doléance. Quand je vois dans leur doléance la situation
de déserteurs, ce qu'on appelle les anciens policiers. Ce n'est pas un aspect qu'ils doivent gérer. Cet aspect est géré par la commission d'intégration. Même hier, j'ai reçu une lettre du général Poudougou par rapport à cet aspect. Donc, ceux-ci sont arrivés dans le cadre de l'accord. Nous les avons hébergés après leur formation parce que le premier groupe a été pris en charge par la défense. Après Markala, on les a mis à l'instruction de la police. Ils les ont logés à l'école de police. Le temps que nous aussi nous prenons un acte, parce qu'un acte réglementaire, un arrêté les a radiés, un arrêté les réintègre de nouveau. Donc, ils sont restés le temps à l'école pour que cet arrêté puisse être signé. Et dès que l'arrêté a été signé, ils ont été mutés. Donc cette question ne doit pas revenir ici. Et je l'ai dit aux syndicalistes. Il faut faire la part des choses. Ils ont leur doléance répandre les policiers radiés de 2012 à nos jours. S'il vous plaît. Les policiers radiés de 2012 à nos jours, ce n'est pas nous qui les avons radiés. S'ils ont été radiés, c'est qu'il y a une raison suffisante qui justifie la radiation. Il y a certains qui ont été condamnés par les tribunaux. Dans ce pays, il y a séparation des pouvoirs. Si vous êtes condamné par un tribunal, moi je n'ai pas de raison de dire que non, ce que le tribunal a fait n'est pas bon. Mais néanmoins, nous avons regardé et analysé les cas par cas. 2 ont été réintégrés. On peut vous donner leur nom. Quand on me parle de policiers, des primes de policiers, que la BAC, la BC n'a pas de primes, c'est pas vrai. La BAC et la BC ont des primes. Ce n'est pas des unités qui ont été créées aujourd'hui. Le GEMES a des primes. Dites-moi que les primes sont insuffisantes, je vous comprends. Mais dites que la BAC, la BC n'a pas de primes, je ne suis pas d'accord. Voilà les différentes primes que nous avons ici. Excusez-moi. Voilà. Nous avons une prime indemnité spéciale d'habillement qui est accordée à certains fonctionnaires. Nous avons la prime de responsabilité depuis le chef de poste jusqu'au directeur général. Nous avons la prime indemnité de contrôle de vérification pour ceux qui sont dans les finances. La prime indemnité de logement qui est accordée à tous les fonctionnaires de police. Quand nous venons aux affaires, un commissaire de police avait 3 000 francs comme prime. Aujourd'hui, il a 100 000 francs. Le sous-officier a 50 000 francs. Dites-moi qu'on a fait un effort quand même. Allocation complémentaire de stage à l'extérieur. Nous avons augmenté cela. Il y a un tableau qui est là. Cette prime à l'allocation seulement, elle a été augmentée de 100 000 francs. Elle va de 150 000 à 250 000 francs. Pour ceux qui font leur stage en Afrique. Par exemple, ceux qui sont au Cameroun aujourd'hui ou à Djibouti. Mais ceux qui sont en Europe, en Asie, en Amérique, ils ont 350 000 francs. C'est le budget national. Il n'est pas fait seulement pour les seuls policiers. Il faut que les gens reconnaissent les efforts qui ont été faits. Il y a les indemnités heures supplémentaires qui ont aussi été augmentées. Seulement que les policiers, ils travaillent 24 sur 24. Il faut compenser cela. L'indemnité de monture pour certains fonctionnaires qui utilisent leur engin pour les besoins du service. L'indemnité de résidence, l'indemnité de mission à l'extérieur, etc., etc. Voilà un ensemble de primes qui a été donné. Donc, qu'on me dise que la BAC et la BC n'ont pas de primes, je m'inscris en fou. C'est pourquoi ils ont demandé la lecture du décret 350. Depuis l'année dernière, nous avons réuni tous les syndicats. Parce qu'il faut faire la part des choses. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la coalition des syndicats de la police, qui est distincte de la coordination des syndicats de la police. La coordination est composée de tous ces anciens syndicats, SPN, UNTM, SPN, CSTM, syndicats commissaires, syndicats officiers. Ceux-ci forment la coordination. Et il y a le SAP et d'autres syndicats nouvellement créés qui ont créé leur coalition. Et j'ai dit, la création d'un syndicat répond aussi à la législation. Vous ne pouvez pas vous réveiller un bon matin créer un syndicat. Il y a le dépôt légal. Vous, les journalistes, quand vous créez votre organe de presse, vous ne le publiez pas. Il faut que la loi vous autorise à le créer. Et vous faites un dépôt légal, oui ou non?
Et c'est ça valable aussi pour la police. Donc, on ne peut pas venir un bon matin, il me dit, monsieur le directeur général, j'ai l'honneur de vous informer de la création de mon syndicat. Et que vous voulez que je prenne ça comme ça. Non, conformez-vous au texte. En ce temps, nous sommes très ouverts. On a créé un dialogue de concertation. Chaque mois, nous réunissons avec les syndicats pour voir sur quoi on peut anticiper. Le dialogue, il est là. Donc aujourd'hui, je ne vois pas ce qui peut justifier un sit-in devant le ministère de la Sécurité. Parce qu'avant d'aller au ministère de la Sécurité, il faut d'abord passer par la DGPN. Parce que tous les syndicats, c'est auprès du directeur général. Même si le ministre est notre chef, c'est d'accord moi qui suis l'accord de transmission. Venez me voir. Si je ne peux pas vous satisfaire, je me réfère à mon chef. Et je peux vous dire, jusqu'ici, il n'y a aucun grain de sable qui grippe la machine. Écoute-moi très bien. Donc je ne peux pas comprendre. Je suis prêt à défier quiconque à me dire le contraire. Donc je ne comprends pas les raisons de ce sit-in. Et vous avez vous-même, la majorité des syndicats de la police se sont désolidarisés pour dire qu'ils ne sont pas là-dedans. Même le groupe des recalés au concours a fait un communiqué pour dire qu'ils ne sont pas là-dedans. Donc moi je pense qu'il ne faut pas chercher des choses pour venir dire aujourd'hui le pays a besoin de l'apaisement. Quand on vous offre la table de négociation, venez à la table de négociation. Notre porte est ouverte pour tout. Donc je vous dis, je ne vois pas ce qui peut justifier un sit-in devant le ministère de la Sécurité. Est-ce que j'ai mis les questions? On a épuisé voilà, on a épuisé la liste. S'il y a... Diaspora. Oui. Ah oui, pardon. La diaspora. Oui, la diaspora, vous savez, pour la diaspora, ce n'est pas le problème au niveau de la police nationale. Ici, j'ai réussi les deux associations fêtières de la diaspora. Celle conduite par M. Silla et celle conduite par M. Haïdara, je crois. Voilà, ils ont réussi ici. Il y a au niveau de nos ambassades, il y a des ambassades qui sont connectées au niveau de la police aux frontières. Donc on nous envoie les données par Internet et nous répondons. Ceux qui ne sont pas connectés, la délégation vient, on leur donne. Aujourd'hui, je vous dis, tous les pays du monde sont allés à la biométrie. Donc nos parents qui sont à l'extérieur, qui sont rentrés sur notre identité, ils ont des problèmes. Rappelez-vous, il y a environ 2 ans, quand il y a eu un mouvement d'humeur au consulat du Mali à Paris, à l'époque, nous avons prorogé nos passeports. N'est-ce pas, Samake? 2 fois de suite. Pour mettre à l'aise nos compatriotes. Mais aujourd'hui, le numéro Nina est une réalité au Mali. Que les gens acceptent d'aller prendre leur numéro Nina. Certains se sont fait enrôler et aujourd'hui ils ont des problèmes parce qu'ils ont changé d'identité. Mais les machines elles sont intelligentes. Quand vous mettez vos noms, vos coordonnées, vos dates de naissance, les noms des parents, mais demain si vous voulez, on vous dit non, attention, cette identité correspond à un tel. Nous-mêmes, nous avons démantelé un réseau de fausseurs de cartes Nina ici. Nous avons pris leur matériel informatique. Et on a eu des réunions avec le centre d'état civil. Et aujourd'hui, il faut que... Donc il faut que tous les Maliens aient leur Nina. Et nous sommes là au service de tout le monde. Pas plus tard qu'hier, nous avons résolu un problème de Maliens à l'extérieur, notamment aux États-Unis. Donc, à la police, il n'y a aucun souci. Si vous venez avec les documents, on vous donne le passeport. Mais vous êtes d'accord avec moi que tous les documents ne sont pas produits aussi à la police. Parce que le nouveau passeport porte votre numéro Nina. Et ce numéro Nina, il est unique. Et il vous suit depuis votre naissance jusqu'à votre décès. C'est un numéro national d'identification. Dans d'autres pays, il y a même des directions nationales de numéro d'identification. Donc, il faut que la diaspora s'adresse d'abord à ces militants pour qu'ils prennent les bons documents. Tu ne peux pas aller en aventure et rester longtemps là-bas. Mais la gestion des États change. Même chez nous ici, il y a des pays qui, à l'indépendance, avaient des conventions avec le Mali. C'est-à-dire que le ressortissant de ce pays, je prends l'exemple du Cameroun.
vous venez au Mali comme vous voulez. Mais depuis un certain temps, on a revu certaines dispositions de cette convention. Parce que le contexte sécuritaire du moment l'exige. Donc il faut que le citoyen malien à l'extérieur aussi s'adapte aux réalités. C'est pourquoi dans le passeport, quand vous lisez, on vous dit de respecter les lois du pays d'accueil. On vous dit, cherchez à savoir quel est le conseiller de l'ambassade du Mali le plus proche pour qu'on vous donne l'information. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Toutefois que votre document est bon, vous avez votre passeport dans les délais. Les bâtiments que vous voyez neufs là, c'est celui qui va abriter les passeports désormais. À la sortie là, vous avez vu là, ce bâtiment-là. Donc les MSN vont se déplacer ici. La formation va quitter là-bas, tout le monde sera là. Tout ça pour que le passeport soit donné dans les bonnes conditions. Merci. Donc, visite arrivée. oui, Visite arrivée. Païtao, tu veux répondre? Donc, on va prendre un... Ah pardon, il y a une dernière question. Oui, oui, la visite. Visite arrivée. Oui, vous savez, quand on organise un concours, nous, on a un manuel de procédure de recrutement. Ce manuel de procédure explique toutes les différentes étapes que les candidats doivent passer jusqu'à la proclamation définitive des résultats. Jusqu'à la proclamation définitive des résultats. Une fois qu'il rentre à l'école, il est soumis à une visite d'arrivée. Et pendant tout son séjour à l'école, il est aussi suivi. Parce qu'il y a des maladies qui peuvent se déclarer en cours de formation. Si quelqu'un a le sida et qu'il a pris le sida à la veille même où il doit rentrer à l'école, mais il y a un temps d'incubation. Si vous avez pris, je ne sais pas, un virus de nature à porter atteinte à votre foie ou des choses comme ça, mais il y a le temps. Donc pendant toute la durée de formation, le médecin est là, il vous suit. Si votre maladie est incompatible, mais on vous sort des rangs. Parce que nous, on ne peut pas recruter quelqu'un qui est venu malade et on va lui payer toute sa carrière malade. Ce n'est pas possible. On veut des Maliens en bonne santé, aptes pour un service de jour et de nuit. Mais si le médecin confirme que votre maladie est incompatible, on vous sort des rangs. Parce que celui qui est à l'école n'est pas fonctionnaire de police. C'est un simple élève. C'est ce que j'ai dit aux élèves quand je suis parti les voir. Je leur ai dit que votre nom est au crayon. Donc pendant toute la formation, vous devez vous comporter correctement. Et respecter le règlement intérieur de l'école. C'est quand ils ont avec succès à l'examen de sortie qu'on arrêtait les consacres fonctionnaires de police stagiaires. Et pendant le temps du stage, ils sont surveillés. Donc on ne peut pas accepter de recruter un malade qui toute sa vie, il ne pourra rien faire. Donc c'est pourquoi ces visites-là sont conçues comme ça. Ce qui va être à l'extérieur. Quand vous regardez les polices des Nations Unies, il n'y a pas une police spéciale des Nations Unies, c'est la police des États membres. Donc comment voulez-vous que la police du Mali soit la dernière des polices? Quand vous partez dans des missions de maintien de la paix, on vous fait des visites. Quand vous avez certaines maladies, vous ne partez pas. Même actuellement, pour certains stages, on vérifie votre acuité visuelle, on vérifie beaucoup de choses avant de laisser partir. Donc quand vous avez des petits indices, on va dire bon, il est éliminé. Donc on ne peut pas accepter de recruter quelqu'un connu lui-même qu'il a des maladies graves. Non seulement il va contaminer ses collègues, mais il sera un impotent toute sa vie. Et nous, on va les payer. Non, pendant qu'il y a des Maliens qui attendent. Donc, je répète que quiconque réussit à l'examen de police, pendant toute sa formation, il est soumis au contrôle. Même les fonctionnaires qui sont à l'État aujourd'hui passent régulièrement des contrôles pour voir comment les choses évoluent. Et c'est pourquoi, souvent, nous ajustons. Récemment, il y a des policiers qu'on a déplacés d'un service vers un autre parce que leur état physique, leur santé ne leur permet pas de faire cette activité. Donc, on essaie de trouver un service où ils seront moins sollicités. Donc, on ne peut pas se permettre de recruter quelqu'un qui est connu malade dès le premier jour. Voilà, monsieur, ce que j'ai à vous dire sur cette question. Oui. Aboubacar Traoré, qui sort. Il sort, oui. Il sort.
Oui. Oui, d'accord, j'ai retenu Païta. Oui, pas de problème. Il y a qui encore? Oui. Saladiko. Sekou Gambi. Gambi. Quel organe? Mikado. Mikado. Par là? Oui. C'est le Guido, non? Guido. Par là? La personne? Une dame? Ah, les dames, prenez quand même le micro. D'accord, donc on va boucler. Elles ne sont pas trop inspirées ce matin. Non, elles disent qu'elles ont répondu, elles sont sages. Non, les dames sont sages. D'accord, DG, donc on a 5 Oui. personnes. Le sort. Aboka Traoré. Directeur, ma question s'intéresse au quitancier. Quitancier, oui. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, vous venez de rappeler à travers votre exposé liminaire qu'il y a eu 70 millions de perçus par rapport aux frais d'amende. Jusqu'à présent, beaucoup de nos compatriotes se plaignent par rapport à l'absence de quitanciers au niveau de certains grands carrefours. Quel commentaire avez-vous par rapport à cela? Bien. D'accord. Oui, le suivant. Birpa. Saladiko. C'est par rapport à la coopération entre les forces de défense et la police. Parce que lors des événements tragiques de Nono, on a beaucoup critiqué les forces de défense. Quel est aujourd'hui l'état de la coopération, sinon de la collaboration entre les forces de défense et la police? D'accord. Sekou Gambi, Mikado. Merci beaucoup, DG. Et ma question concerne le banditisme qui se propage actuellement dans la capitale malienne. Pas plus que les mois passés. Moi, personnellement, j'ai perdu un ami et des bandits qui voulaient prendre sa moto. Et aujourd'hui, au-delà des patrouilles, qu'est-ce que la direction voudrait faire pour vraiment sécuriser les Maliens, en tout cas dans la capitale malienne? Ça, c'est la première question. La deuxième question concerne l'événement malheureux qui s'est passé à Nîmes et beaucoup de jeunes qui ont été emprisonnés. Aujourd'hui, quelle est leur situation? Merci beaucoup. Merci. Classé. Je voudrais savoir les difficultés auxquelles la direction est confrontée. Les difficultés majeures. Merci. Païtao. Donc, vraiment, permettez-moi d'insister, il me semble que ma question n'a pas été comprise. Je n'ai pas dénoncé en fait le contrôle d'identité, chose qui est salutaire de mon point de vue. Je parle effectivement des tracasseries et quotidiennement les populations sont victimes de tracasseries à ces différents checkpoints de la nuit. Et alors que le commandant CCR a dit tout à fait le contraire. Parce que ces opérations, c'est juste pour contrôler l'identité du conducteur, fouiller l'engin s'il n'y a pas servi d'armes, mais pas pour contrôler, c'est-à-dire que les visites techniques ni les assurances. Et pourtant, effectivement, dans ces différents checkpoints, ce sont ces pièces qu'on contrôle et qui est souvent soumis à des paiements d'argent. Moi, j'ai été témoin oculaire. Et bon, maintenant, moi, je veux savoir exactement quelle est la mission de ces checkpoints-là. C'est ça ma question. Maintenant, je ne dénonce pas le contrôle, c'est-à-dire d'identité qui est une très bonne chose. Voilà. D'accord, merci. Bien, je vous remercie pour ces questions. Je vous dis, il n'y a pas de sujet tabou. Hein. Donc, par rapport à la question du premier des quitanciers, vous savez, aujourd'hui, nous, on a un service qu'on appelle l'inspection de la police, qui est chargé de faire respecter aux fonctionnaires de police des lois et règlements. Tout manquement de devoir, tout manquement de déontologie doit être puni. La corruption est à combattre. Si nous améliorons les conditions de vie du fonctionnaire de police, nous améliorons son salaire, c'est pour l'amener à ne pas tomber dans ce comportement-là. Et toutes les fois que nous avons la preuve qu'il s'est bien comporté, on le sanctionne. Ces quitanciers, vous avez suivi, à un moment donné, d'ailleurs c'est au niveau des les quitanciers sont prévus au niveau de ces côtés est paraffé par les tribunaux.
est pris au niveau des impôts. Les gens se plaignent. Parce que les gens refusent, ils disent, bon, on me conduit de rond-point de Nation jusqu'au Gemès alors que je peux payer. D'accord? En relation avec le ministère de la Sécurité et de la Justice, nous avons dit, on va faire un test avec l'accompagnement de la Naser. Faire un test, on va donner un certain nombre de quitanciers à la police et à la gendarmerie. Et un procès verbal est dressé qui comporte votre identité, la nature de l'infraction et le montant à payer. Parce que les montants sont prévus par les textes. Et vous payez. Aujourd'hui, c'est vrai que tous les carrefours ne sont pas concernés, mais au fur et à mesure, une première évaluation vient d'être faite. Je vois que la réunion même a été convoquée et reportée. Mais on va aller au fur et à mesure. Ça va amener le Malien à se comportement. Parce que autant on accuse le policier, autant il faut aussi accuser l'usager sur la voie publique. Parce qu'il ne faut pas inciter. Parce que dans la corruption, il y a l'actif et le passif, l'acteur passif et l'acteur passif. Actif aussi. Donc il faut éviter ça. Toutes les fois que nous avons la preuve que le policier s'est mal comporté, il est sanctionné. Vous pouvez passer au niveau de l'inspection, voir le nombre de policiers qui ont été transférés à l'école de police pour manquement à leur devoir, pour mauvaise manière de servir. Donc nous, on ne tolère pas de tracasseries. Aucune tracasserie n'est tolérée. Permettez-moi d'enchaîner avec le dernier parce qu'il porte là-dessus. C'est vrai qu'avec l'état d'urgence, il y a des checkpoints qui sont là. Les checkpoints ont pour rôle d'identifier qui passe. C'est vrai que par mon inspection et la DSP. La DSP, c'est la direction de la sécurité publique. Ils font des rondes pour voir comment les gens se comportent. Donc, nous, on ne va pas tolérer une tracasserie quelconque. Si l'agent dit qu'il n'a pas compris, il n'a qu'à se référer à son chef. Mais le citoyen qui circule sur la voie publique, il doit être un citoyen de bonne foi. C'est-à-dire qu'un citoyen qui n'est pas... L'institution police n'a incriminé aucune force. Parce que nous évoluons sur le même théâtre que ces forces-là. Donc la cohésion. Vous avez vu, j'ai fait le terrain avec les directeurs généraux et chefs d'état-major pour dire à tous nos hommes qu'il n'y a pas de différence de couleur de béret. Donc si nous sommes unis au niveau supérieur, sur le terrain, ils doivent évoluer de la même manière. Donc il n'y a aucun problème entre la police et les autres forces. Il faut que ça soit clair. La Guindo parle de difficultés. Oui, Bamako. Bon, vous savez, Bamako est une ville qui s'agrandit. Une ville, il y a une explosion démographique. Regardez avec l'insécurité à l'intérieur du pays et le déplacement massif des populations vers Bamako. Ça nous oblige à faire autour de Bamako qui sont déplacés. Et les bandits profitent de cela. Il y a des quartiers noirs éclairés la nuit. Il y a des gens aussi qui ne prennent pas les mesures de sécurité propres. Parce que, je vais m'expliquer. Il n'y a pas longtemps, nous avons vu un monsieur qui a fait un retrait de 35 millions. Il va sur son chantier à 19h vers Zerni. Il a été suivi, il a été braqué. Mais celui-là, il n'a pris aucune mesure de sécurité. Tu viens à la banque, tu prends de l'argent, on te va et tu vas à Zerni la nuit pour aller payer des travailleurs. Et après, tu dis que la police n'a rien fait. Il faut que les gens apprennent à se comporter correctement. Les mesures passives de sécurité, il faut le faire. Quand vous habitez des quartiers périphériques, il faut vous dire, je dois faire en sorte qu'à certaines heures, je ferme la porte de ma maison. À certaines heures, j'interdis certaines visites. Ou bien j'augmente le mur de ma maison, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Dans nos villages traditionnels, les gens, souvent, ils ont des chiens qui aboient, on va savoir qu'un intrus est arrivé. Il y a tout ça. Mais il faut que les gens changent de comportement. C'est très, très important. Et les patrouilles de la police, elles tournent régulièrement. Mais les bandits qui commettent en faute, lui aussi, c'est un professionnel. Parce que ce qu'il fait, il connaît son métier. Donc il essaye d'étudier le terrain. Quand vous regardez tous ces braquages qui se passent,
C'est des professionnels. Et aujourd'hui, avec l'insécurité que nous connaissons dans le pays, et même dans les pays voisins, ils traversent les frontières. Le deuxième vient d'arrêter des individus qui ont commis leur forfait à Bougouni, et c'est la route de Manankoro et puis de Sélengue. Donc, chaque fois qu'ils sentent un mouvement de force, ils se déplacent par là. La zone aurifère, il y a beaucoup de banditisme. Donc, il faut que les gens s'adaptent. La police fait de son mieux, mais il faut que les populations elles-mêmes nous facilitent un peu la tâche. Il y a certains comportements qu'il ne faut pas faire. Les Maliens, tu donnes même le montant. Tu parles le téléphone, oui, je suis à la banque, je vais faire un retrait. Quelqu'un, il entend. Mais dans d'autres pays que nous connaissons, il y a des gens qui suivent. Rappelez-vous le braquage au niveau de l'Ecobank. Comme ça s'est passé. Il faut être discret. Quand vous venez faire votre opération, soyez discret. La nuit, quand vous partez au niveau du guichet pour faire des retraits, quand vous arrivez, regardez autour de vous d'abord. Celui qui vient garer sa moto, regardez son comportement. Est-ce que c'est un client comme vous? Donc vous êtes souvent, quand vous regardez la personne de cette manière, ça crée un tic chez elle. Donc soyez des psychologues. Et je vous invite à faire vos retraits au niveau des guichets qui sont sur les voies les plus fréquentées. Mais quand vous partez faire des retraits dans les quartiers périphériques où c'est obscur, monsieur... C'est parce que la banque aussi est dans le coin. Bon, la banque, elle cherche à atteindre ses clients. T'as vu? Mais elle atteint ses clients, c'est normal. Mais toi aussi, à certaines heures, tu dis, bon, si j'ai un retrait le matin, tu peux le faire. Mais si tu attends 22h pour faire le retrait parce que tu vas aller en boîte ou bien et tout, bon, ça change quoi. Hein? Hein? Préparez-vous. Change de comportement. Hein? Ok? Voilà. Bon, je pense que je réponds à la question, non? La difficulté. La situation, oui, bon, vous savez, bon, suite aux événements de Nyono, certaines personnes ont été interpellées, elles ont été déférées. Donc, une affaire pendant devant la justice, permettez-moi de ne pas me prononcer. Hein? Bon, les difficultés sont inhérentes au fonctionnement tous les jours. La police veut atteindre sa vitesse de croisière dans le cadre du maillage du territoire national. Bon, nous faisons avec les moyens que nous avons. Et je pense que si vous regardez ce temps-là, de 2015 à nos jours, vraiment, moi j'ai interrogé des anciens policiers, et ils sont satisfaits. Ils sont vraiment satisfaits. Et je pense que ça c'est vraiment encourageant. C'est pourquoi je demande aux policiers de changer de comportement, de ne plus faire de tracasseries, mais de travailler comme ça, le citoyen sera reconnaissant. Bien, donc je pense que je réponds à la question. Hein. Ok, on est... Pardon? Moi, les sorties. Non, il y a une dame qui me parle là. Oui, moi je voulais quand même quelques... Présentez-vous. Je m'appelle Mariam Kamba Keïta. Ma question a été prise en compte par le monsieur. Mais en fait, je voulais que je répétais un peu en bambara si c'est possible. Surtout le sitting qui a été fait par les syndicats, certains syndicats comme vous. Non, il n'a pas été fait encore. Il est programmé, il est prévu. Bon, j'avoue que je ne suis pas très fort dans les langues. Bon, quand il fait passer un message de ce genre, il faut être professionnel. C'est pourquoi permettez-moi de passer la main à Mariko. Hein? On pourra faire ça en interview en bambara. D'accord. Ok. Fanta Kanté, ta question. Pour thème. Ayiwa aw ka ɲɛmaa bɔra k'a fɔ sisan nɔ ko nin y'i sigilen laada ye aw bolo san o san ayiwa i bɛ se k'a fɔ an ye a ye kunnafonidilaw wele ko nin laada don aw sera ka baaraba kumaba